Bonsoir à tous, vous êtes sur One TV, bienvenue au journal. La filière maraîchère s'apprête à évoluer grâce à des échanges stratégiques récents dans les régions des Savanes et de la Kara. Les acteurs du secteur et les autorités locales ont établi les fondations d'une chaîne d'approvisionnement plus fluide et efficace. Boris Chota nous dit tout en début d'édition. Au Nigeria, le souffle d'une tragédie a emporté plus de 140 vies innocentes, victimes de l'explosion dévastatrice d'un camion citerne ce mercredi. Retour sur ce drame en cours d'édition. C'est l'essentiel à titre à retenir. Bienvenue. Je vous le disais à l'instant, la filière maraîchère togolaise s'apprête à entrer dans une nouvelle ère grâce à des échanges stratégiques tenus récemment dans les régions de la Savane et de la Kara. Les acteurs du secteur et les autorités locales ont jeté les bases d'une chaîne d'approvisionnement plus fluide et efficace. Les détails avec Boris Chota. Face aux défis croissants du changement climatique et de la dégradation des sols, le Togo prend le devant en formant ses communautés rurales à la gestion durable des ressources naturelles. La semaine dernière, une formation cruciale a été organisée par les femmes et les jeunes ruraux des préfectures de Moyen Mono et de Mo, axée sur les mesures de conservation des eaux et des sols agricoles. Cette initiative s'étendra bientôt aux producteurs agricoles de la région des Savanes, fait partie du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. Au total, 1000 producteurs, majoritairement des femmes et des jeunes, bénéficieront de cette formation dispensée par l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT. Chaque site de formation accueillera 100 participants repartis sur 10 sites au total. L'objectif de ce programme est de promouvoir des technologies de gestion durable des terres et d'adaptation au changement climatique en introduisant des bonnes pratiques pour une intensification durable de la production agricole. Financé par la Banque mondiale, le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest vise à améliorer les rendements agricoles, à développer l'irrigation et la mécanisation et à faciliter l'accès aux infrastructures nécessaires pour un avenir agricole plus résilient. Restant toujours sur le plan agricole, la 11e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé-Sialo, inauguré le 8 octobre 2024, a rassemblé plusieurs acteurs du secteur de l'élevage en panel. Les échanges ont porté sur la mise en valeur des produits de ce secteur stratégique, ainsi que sur les défis à relever pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Le vendredi 11 octobre, dans le cadre de la 11e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé-Sialo, un panel dédié au secteur de l'élevage a réuni plusieurs acteurs professionnels ainsi que des sous-acteurs du domaine. Les panélistes se sont penchés sur la valorisation des produits et issus de l'élevage et sur les divers défis auxquels sont confrontés les acteurs du secteur dans leur quête d'autosuffisance alimentaire. On parle de valorisation, on parle forcément de mise en place de chaînes de valeur ajoutées. Et à tous les niveaux, il doit y avoir de production alors. Ce n'est pas seulement la production au champ ou dans l'élevage. La bonne dame qui transforme et fait du fromage participe à la valeur ajoutée, participe à l'économie, crée de la richesse. C'est de la valorisation. Vous avez vu, elles sont là pour présenter du wagashi. C'est original ça, c'est un gros travail qui, quand il est mieux organisé, va les enrichir. Celui qui fait du fromage d'œuf, celui qui fait de découpe de volaille, celui qui fait, comment on appelle, de l'escalope, escalope de volaille, celui qui fait des saucisses, des saucissons, des jambons, etc., etc. C'est ceux-là qui permettent de valoriser nos productions agricoles en général, et particulièrement de l'élevage. La valorisation passe également par l'accès aux marchés nationaux, régionaux et internationaux afin de permettre l'écoulement des produits locaux et ainsi créer de la valeur ajoutée. Face aux contraintes et lourdeurs administratives, il est essentiel que les producteurs aient accès à des informations fiables sur les opportunités de marché. C'est-à-dire un marché nécessite d'y avoir des informations, c'est-à-dire de disposer des informations sur le marché, de disposer également des informations sur les facilités offertes par et les gouvernements et la région. Et dans la mesure où les produits locaux bénéficient aujourd'hui d'un certain nombre, je veux dire, de facilités.
en passant d'abord par le schéma de libéralisation des élections de la CEDEAO, qui promeut extrêmement une production locale et une circulation au niveau de la région avec, je veux dire, des droits de douane exonérés. Et lorsque les informations sont disposées, nous avons des accompagnements au niveau de la OTA pour pouvoir accompagner depuis les moments de chargement au point de chargement ou au point de déchargement. La valorisation des produits locaux reste donc un enjeu majeur pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et renforcer la position du pays sur la scène agroalimentaire régionale et internationale. Un tout autre sujet dans cette édition, les violences sexuelles continuent de faire ravage, notamment au sein des populations jeunes. À Vaughan, dans le district sanitaire préfectoral de Vaud, les chiffres sont alarmants. De janvier à septembre 2024, 94 cas de viol ont été enregistrés à la polyclinique contre 30 cas pour toute l'année 2023. Face à cette situation préoccupante, l'ONG La Colombe a organisé un forum de sensibilisation destiné aux jeunes et adolescents. Objectif, les informer et les armer contre les violences sexuelles. Ce forum s'inscrit dans un projet soutenu par l'ONU Femmes visant à améliorer la santé sexuelle et reproductive des jeunes au Togo. Les autorités ont mis l'accent sur les différentes formes de violence, leurs causes et surtout les moyens de lutter contre ces fléaux. J'ai beaucoup de soucis. Chaque jour, il me bat sur le plan physique et moral. Il m'avait ramené à la maison. J'étais tellement sous en ce instant que je n'avais même pas su que j'avais eu de rapport avec lui. J'ai été victime d'un abus sexuel. Ils ont également insisté sur la responsabilité collective des jeunes pour mettre fin à ces abus. À l'échelle mondiale, les statistiques restent tout aussi alarmantes. En Afrique subsaharienne, plus de 22% de femmes ont subi des agressions sexuelles avant l'âge de 18 ans, soit plus de 79 millions de victimes. Dans certaines régions comme l'Océanie, ce chiffre monte à 34%. L'UNICEF, qui a publié ces données entre 2010 et 2022, alerte sur les conséquences dramatiques pour les victimes, notamment leur éducation et leur développement psychologique. Ces chiffres alarmants appellent à une mobilisation générale et immédiate pour protéger les femmes et les jeunes filles où qu'elles se trouvent. À l'aube d'une nouvelle ère en Côte d'Ivoire, alors que le vent des urnes souffle à grands pas, l'ancien président Laurent Gbagbo se dresse exclu de la liste des prétendants pour la commission électorale indépendante. Dans un entretien offert donc à Afro Média, il refuse le silence imposé. Gbagbo, serein, affirme son destin. Contre vents et marées, il se tiendra sur le chemin des élections, fidèle à sa quête, prêt à écrire encore l'histoire de son pays. Acquitté par la CPI des crimes contre l'humanité commis lors de la sanglante crise post-électorale de 2010-2011, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, reste sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, en 2011. Cette condamnation lui a valu son exclusion de la liste électorale pour les élections d'octobre 2025. Dans un entretien exclusif avec Afro Média, il estime que son retour inquiète, expliquant ainsi l'agitation autour de sa candidature. Ils vont tous aux élections, ça ne fait pas votre affaire, donc celle du PPA-CI, votre parti. Oui, mais au deuxième tour, il n'y aura que 2 candidats. À ce moment-là, tout le monde va se réunir peut-être. Voilà, à ce moment-là. Vous pensez être celui-là au deuxième tour? Si on vous laisse y aller. Mais j'irai. J'irai. Vous êtes confiant là-dessus? Je suis confiant. Vous pensez que ceux qui mènent la cabale pour que vous n'y soyez pas, qui vous enlèvent de la liste électorale, vont se dire, bon allez, on va laisser le président Laurent Gbagbo compétir? Mais parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas de raison
À un an des élections présidentielles, les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire doivent s'engager dans une démarche d'apaisement afin d'éviter que le pays ne sombre une fois de plus dans l'instabilité. De la politique au drame, nous sommes au Nigeria. Le souffle d'une tragédie a emporté plus de 140 vies innocentes, victimes de l'explosion dévastatrice d'un camion citerne mercredi. C'est une marée de larmes et de chagrin qui a inondé les funérailles de masse où des familles brisées se sont rassemblées pour dire adieu à leurs êtres chers. Kaïté TV nous fait le récit de ce drame. Cette explosion est intervenue dans la nuit de mardi à mercredi. Les habitants se sont précipités pour récupérer le carburant qui coulait du camion-citerne renversé. L'incendie qui s'est déclenché dans ce mouvement de foule a fait plus de 140 morts et plusieurs blessés. Mercredi, une cérémonie funéraire de masse a eu lieu dans le nord du Nigeria pour rendre hommage aux victimes de l'explosion. Les autorités ont ensuite rendu visite aux blessés dans un hôpital local, insistant sur l'urgence de la situation. L'incendie s'est déclaré suite à un accident impliquant un camion-citerne. Les victimes, croyant avoir une opportunité, se sont trompées. Malheureusement, cela a coûté la vie à quelqu'un. Lors du processus de récupération, le frottement des métaux a généré une étincelle, déclenchant l'incendie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le camion-citerne qui a pris feu en premier, mais le ponceau. Le carburant s'est répandu depuis le véhicule accidenté, mais aucune explosion ne s'est produite à ce moment-là. Signalons que cette explosion n'est pas la toute première. Le pays connaît régulièrement des accidents de camions-citernes, en partie à cause de l'inefficacité du transport ferroviaire. En septembre dernier, un accident similaire avait déjà fait 48 morts. Il faut noter qu'avec la flambée des prix du carburant, de plus en plus de personnes prennent des risques dangereux pour en récupérer. C'est sur cette note dramatique que nous mettons fin à cette édition. Merci pour votre fidélité à One TV. Nos programmes sont en continu sur les www.one-tv.tv. Bonsoir chez vous.